la Russie représente une menace existentielle, mais pas pour la France. Pour les élites atlantistes au pouvoir, comme Orban, des grands amis de la Russie, qui estiment que l'Ukraine a le droit de se défendre contre l'agression russe. Bonjour à tous et bienvenue sur Kate TV pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Karine Bécher-Golovko. Bonjour Karine. Bonjour Kate. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel entretien. Je rappelle rapidement que vous êtes docteur en droit, enseignante à l'Université d'État de Moscou, juriste, et vous avez un blog qui s'intitule Russie Politics. Alors ensemble, on va faire le point sur ce conflit en Ukraine qui dure maintenant depuis 3 ans. Et je voudrais que l'on commence tout d'abord par ces milliers de corps. Vous avez dit qu'il y en avait 6000 d'ailleurs au total, que la Russie propose de rendre à Kiev, mais que cette dernière refuse de récupérer. Pour quelle raison? Est-ce que vous avez une explication à ça? Alors, effectivement, ça pourrait quand même sembler surprenant puisque logiquement, les familles ont envie de faire leur deuil. Et même déjà de savoir ce qui se passe, puisqu'on rappellera quand même qu'il y a beaucoup de soldats portés disparus en Ukraine. Parmi ces corps, tous n'ont pas été malheureusement identifiés par les autorités russes. Donc, si l'Ukraine récupérait les corps, justement, elle pourrait en tout cas identifier une bonne partie en tout cas une certaine partie des disparus. Ce qui, humainement, est quand même, il me semble, important, et la guerre ne doit pas tuer la dignité humaine. Donc, nous voyons bien ici que le politique domine sur l'humain, que aussi, il me semble, je suis peut-être optimiste, naïve, mais il me semble qu'aucune autorité nationale ne pourrait se comporter de cette manière-là avec sa propre population. La Russie a déjà, et les camions attendent à la frontière, un camion réfrigérant, 1212 corps. Personne n'est venu et aucun journaliste occidental n'est là non plus. La Russie a effrayé un train afin de pouvoir transporter le reste des corps. Ça se dirige vers la frontière ukrainienne, mais pour l'instant, aucun accord n'a été donné. Alors effectivement, pourquoi? Bon, l'explication la plus simple qui en général est donnée, c'est on ne veut pas payer les pensions de retraite. Ça me semble un petit peu commerçant quand même. L'un n'exclut pas l'autre, mais je pense pas que ce soit la raison principale. Ça pourrait aussi s'expliquer par le fait que l'Ukraine n'a peut-être pas les moyens. Et ça, j'entendais justement Sylvain Ferreira de Veille Stratégique parler de cet aspect-là financier, que l'Ukraine n'aurait pas les moyens de payer ses pensions. L'Ukraine, de toute façon, est en faillite chronique. Son budget est artificiel, donc elle n'aura pas plus d'argent pour ça qu'elle n'en a pour autre chose. Donc, en ce sens, si vous voulez, ça ne peut pas être une décision à motif décisif, puisque en soi, ça ne va pas planter un budget qui déjà est complètement déficitaire. Donc, la raison doit être cherchée ailleurs. Et il y a ce problème des échanges, c'est-à-dire que la Russie échange avec l'Ukraine des prisonniers. On a vu qu'effectivement, cette partie des accords d'Istanbul sur l'échange des prisonniers de guerre de moins de 25 ans est en partie réalisée puisqu'il y a eu hier un échange de prisonniers entre l'Ukraine et la Russie. La question qui se pose, c'est est-ce que l'Ukraine est en mesure de fournir 6000 corps de soldats russes? Au moins pour ne pas perdre sur le plan politique. Et ça n'est pas évident du tout. Et si l'Ukraine n'est pas en état de fournir 6000 morts sur une fois, ça veut dire que l'estimation des pertes russes est largement surestimée par les médias occidentaux et dans le discours politico-médiatique occidental par rapport aux pertes ukrainiennes. Donc, il est impossible objectivement d'estimer ces pertes. On ne peut pas le savoir, ça c'est sûr, parce que c'est une information qui est à la fois fermée par la source et qui est exagérée par l'autre partie en fonction de ses besoins. C'est normal, c'est la propagande de guerre. Mais on voit bien ici qu'il y a un problème. Et ça, à mon avis, c'est un des premiers aspects. Le deuxième aspect, ça soulève aussi la question de l'occupation de l'Ukraine.
Pas par la Russie. Donc, comme je disais, aucun pouvoir national, a priori, ne va refuser aux familles de récupérer les corps. Aucun pouvoir national ne va refuser de récupérer les corps de ses citoyens. Ces corps, ce sont des êtres humains morts, c'est-à-dire des êtres humains qui ont une famille, qui ont des proches, qui, en tout cas du point de vue ukrainien, se sont battus pour l'Ukraine. Donc, leur patrie, entre guillemets, si elle existe, devrait honorer la mémoire de ces morts, devrait les récupérer. Si ça ne se passe pas ainsi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne se sont pas battus pour l'Ukraine, déjà. Deuxièmement, ça veut dire que le pouvoir en place en Ukraine n'est pas un pouvoir national. Donc nous sommes bien dans un système d'un État en faillite, d'un État fantôme, l'Ukraine, qui est en fait complètement pris en main et dirigé par des élites extérieures, dans un intérêt extérieur. Et c'est pour cela que les soldats et les populations ukrainiennes meurent et souffrent. Il me semble que ça serait pas mal qu'elles y réfléchissent aussi, parce qu'à chaque fois qu'elles sont en dehors de la Russie, à chaque fois elles sont instrumentalisées contre la Russie et elles sont sacrifiées. Il faut peut-être tirer les leçons de l'histoire de temps en temps. Alors, outre ce point-là que vous soulevez d'instrumentalisation de l'Ukraine et de cette mainmise finalement étrangère sur le pouvoir ukrainien, est-ce qu'on pourrait aussi se dire que l'Ukraine refuse de récupérer ces corps, ces 6000 corps, parce que ce serait reconnaître une défaite, des pertes humaines assez conséquentes? Je ne sais pas si ça serait reconnaître une défaite, parce que pour l'instant, objectivement, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de défaite. L'Ukraine est dans une situation difficile parce que l'armée recule. La Russie est dans une situation favorable parce que l'armée avance. Mais ça ne veut pas dire que l'un a gagné et que l'autre a perdu. Il y a beaucoup trop de facteurs qui sont en jeu dans cette guerre pour pouvoir aujourd'hui réellement dire qu'il y a un côté qui a gagné, un côté qui a perdu. Je ne pense pas que ce soit pour le fait de devoir reconnaître qu'il y a des morts, puisque il semble que les familles sont parfaitement au courant qu'il y a des morts en Ukraine, malheureusement. Mais sur la scène internationale, parce que vous voilà, soulignez tout à l'heure qu'il y a aucun journaliste occidental de présent sur place pour constater en fait ces camions réfrigérés. Tout à fait. Cela obligerait en tout cas à reconnaître, pas forcément l'ampleur générale, mais cela porterait effectivement un coup et au moral à l'intérieur, puisque s'il y a des corps, c'est-à-dire qu'il faut organiser des funérailles. Quand normalement un État normal récupère une grande partie de ces soldats qui sont morts sur le front, soi-disant pour le défendre, il doit organiser des funérailles nationales. Et ça, l'Ukraine ne peut pas se le permettre, mais c'est même pas l'Ukraine qui le décide. Ce sont réellement les curateurs atlantistes qui ne peuvent pas se permettre de diffuser l'image de Kiev en deuil. Et ça, c'est du côté de la Russie, on va dire, une victoire politique, diplomatique, communicationnelle, parce que même si les médias ne sont pas au courant, l'information filtre. Et le fait de refuser de voir une réalité est un signe de faiblesse, c'est pas un signe de force. Ça veut dire que l'Occident n'est pas capable d'intégrer ce fait qui existe dans son discours politico-communicationnel. Donc, ça veut dire que ce discours a des lacunes. Et en revanche, il ne faut pas non plus surestimer la chose. Ça ne va pas avoir un impact non plus stratégique, mais c'est un élément important d'analyse effectivement à prendre en compte, même si c'est quand même toujours regrettable pour les familles. Alors on va revenir sur cette opération toile d'araignée que l'Ukraine a menée et qu'elle n'a pas menée seule d'ailleurs, alors que des négociations étaient en cours à Istanbul. Alors ça a été salué comme un succès par les médias occidentaux, cette opération, même si les journalistes ont quand même émis un petit bémol sur en fait l'impact possible que ça peut avoir sur la guerre. Vous, quelle analyse vous en faites? Alors, je sais que vous parlez d'armée atlantico-ukrainienne. Qu'est-ce que vous en faites comme analyse? Alors, effectivement, l'armée ukrainienne n'existe plus
tout simplement parce que pour qu'il y ait une armée étatique, au minimum, il faut qu'il y ait un État, c'est-à-dire derrière une infrastructure, une structure de commandement, d'approvisionnement, de financement de l'armée, ce qui objectivement n'existe plus. Il existe encore des hommes en Ukraine et en ce sens, l'armée est ukrainienne, disons. Pour le reste, elle est complètement prise en charge, dirigée, fournie, entraînée, financée de l'étranger. D'où, et comme l'origine vient des pays de l'OTAN, d'où cette expression pour moi d'armée atlantico-ukrainienne, ce qui à mon avis correspond plus à la réalité du politique et réalité du terrain. Concrètement, en ce qui concerne cette opération, oui, c'est une opération militaire. Pour le coup, c'est pas un acte de terrorisme, c'est réellement une opération militaire. Et c'est une opération militaire qui a été très bien réussie. Bon, ensuite, elle était un peu surestimée, on va dire quand même. Mais elle a été très bien réussie. La Russie a dit qu'il y a eu quand même des vidéos qui ont été des montages plus ou moins grossiers qui ont circulé sur Internet derrière, que les destructions n'ont pas été aussi importantes que ce qui a été fait. Mais là aussi, c'est comme avec le niveau des pertes, nous sommes dans l'impossibilité totale de savoir quel a été l'impact réel matériel sur les bombardiers stratégiques russes. En revanche, ils ont été touchés. Ça, c'est une réalité. Donc, en ce sens, oui, c'est une réussite de l'armée atlantico-ukrainienne et c'est une réussite dans une opération strictement militaire. Ça soulève plusieurs questions. Tout d'abord, pourquoi ces bombardiers se retrouvent tranquillement à l'air, pur, tranquille, sous les arbres, alors qu'il y a les petits satellites qui se baladent et qui peuvent sans problème les repérer, alors que tous les pays de l'OTAN fournissent le renseignement militaire à l'Ukraine, qui ensuite, derrière, peut tranquillement mener ses opérations, sachant que la Russie parle de l'implication, du renseignement américain, d'une infrastructure britannique. Parce que déjà, traditionnellement, sous la période soviétique, c'était la tradition, vu l'étendue du pays, de laisser les bombardiers en général hors hangar. En tout cas, tous n'étaient pas mis dans des hangars. Et cette tradition est restée, la taille du pays étant devant, en tout cas, servir d'amortisseur, le tout ajouté avec le système de défense aérienne qui doit protéger des tirs de missiles. Deux problèmes. Avant, lorsque la Russie faisait partie des traités START, qui prévoient notamment l'accès au contrôle des porteurs de têtes nucléaires afin d'éviter tout risque d'escalade entre les États-Unis et l'URSS à l'époque et la Russie ensuite après la chute de l'URSS, les contrôles se faisaient avec des visites de délégation. Avec le développement des satellites et des satellites militaires, le contrôle est indirect, c'est-à-dire il est réalisé par les satellites. Donc, les avions doivent être accessibles. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que tous les bombardiers aux États-Unis soient accessibles, puisqu'une grande partie sont dans des hangars. Donc, avec l'opération militaire, en 2023, la Russie a décidé de suspendre, pas de sortir, mais de suspendre. Or, étrangement, immédiatement, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Défense, alors que la loi a été signée par le président Poutine, ont déclaré qu'ils continueraient à suivre certaines des obligations de ce traité dont ils sortent. Et là, effectivement, on se pose quand même des questions, puisque les États-Unis sont objectivement une partie au conflit en Ukraine. Quel est l'intérêt pour la Russie de continuer à suivre des règles qui favorisent l'ennemi? Puisque quand vous êtes en guerre contre quelqu'un, c'est autre. Ça s'appelle l'ennemi, qu'on le veuille ou non. Ça ne veut pas dire qu'on doit rentrer dans une guerre totale et tout faire flamber, mais il faut quand même appeler les choses par leur nom. Ça permet au moins de mettre en place une stratégie qui soit à peu près cohérente. Or, la Russie ne le désigne toujours pas, les États-Unis, surtout depuis Trump, comme étant l'ennemi. Donc, il y a un espèce de flou. Cela produit un choc quand même. Et ça fait quand même réfléchir. Et ça a fait suffisamment réfléchir pour que, par exemple, le ministère des Affaires étrangères dise que la Russie suspend son moratoire de déploiement des missiles à moyenne portée. Ça veut dire que l'Europe est à nouveau directement dans le viseur. Et on peut dire merci à l'ami américain et à l'OTAN, puisque c'est une réponse justement à la politique américaine de déploiement de ses propres missiles, notamment en Europe. Donc, on voit qu'il y a quand même derrière une certaine réaction de la Russie. D'un côté, la Russie ne veut pas faire de gestes brusques parce qu'elle ne veut pas provoquer à la peur
d'être à l'origine d'une escalade du conflit et que, vu les armes qui sont en place actuellement, effectivement, cela pourrait être extrêmement dangereux. Mais d'un autre côté, il y a cette difficulté d'intégrer les nouvelles règles du jeu, de sortir des modes de pensée qui ont été issus des années 80, de l'époque gorbatchevienne, de l'époque helsinkienne, de la chute de l'Union soviétique, de cette entrée dans le monde libre, entre guillemets. La Russie a toujours du mal, en fait, à sortir de ces paradigmes et à revenir à un mode de pensée réellement national et souverain, et malheureusement sur des questions aussi sensibles que ça. Mais c'est ce genre, je dirais, de choc et d'électrochoc qui finalement sont bénéfiques, puisque bon, d'un côté, il y a assez peu de dégâts matériels et humains, mais le dégât politique est énorme. Et cela provoque en fait un électrochoc au sein des élites russes qui commencent à prendre en compte un peu une autre vision de la situation, parce que la population, elle, a intégré ce paradigme. La population, elle, demande que justement les réponses soient fortes, parce que si le pays est fort, il doit s'assumer comme étant fort, donc il doit assumer son intérêt national. Ça ne veut pas dire qu'il doit aller agresser l'Europe, non. Ça veut dire simplement qu'il ne doit pas se laisser agresser, ce qui est quand même assez différent. Et petit à petit, on commence à sentir que ça commence à rentrer quand même au niveau des élites. Aujourd'hui, même Medinsky, qui quand même est une figure assez mitigée de cette mouvance de négociation, c'est lui qui était en avant lors des premiers accords d'Istanbul, qui était insupportable au niveau de la population quand on ne cessait d'entendre parler de mise en place de conditions favorables, de conditions unilatérales très stratégiques, etc., etc. Là, aujourd'hui, il a un discours qui est complètement différent, qui est beaucoup plus ferme, qui est beaucoup plus posé. Il n'a aucune autonomie, je dirais, dans le discours. Il retranscrit le discours du Kremlin. Ça veut dire que la position a évolué. Et notamment, il a déclaré hier que les populations russes demandent une position beaucoup plus ferme aux autorités russes que celle qui est actuellement la leur. Donc, il y a une prise de conscience qu'à un moment donné, il faut arrêter les conditions favorables, il faut arrêter d'être gentil. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir hystérique, non, mais il faut être ferme. Après, on va le voir un peu plus dans cette interview, mais on va parler de l'offensive russe. On va aussi parler des propos du Premier ministre aussi russe qui là s'affirme face aux États-Unis en tout cas, mais on y reviendra. Mais pour rester sur cette opération toile d'araignée, j'ai lu dans un article du média Enquête 4.2 que cette opération aurait été préparée depuis plus d'1 an avec les services secrets britanniques, avec le M16. Alors, je ne sais pas si ça a été même le New York Times parlait d'1 an et demi de préparation, il me semble. Oui. Bon, il faut pas abuser non plus, on va dire. Faut pas trouver l'un extrême dans l'autre. C'est sûr que ça n'est pas de la spéculation. Oui. Voilà, c'est sûr que ça n'est pas spontané et c'est sûr que c'est préparé. Et c'est sûr que ça a été préparé pas par les Ukrainiens. Il y a une information aussi intéressante qui a été diffusée dans les réseaux russes de Telegram on va dire des journalistes qui travaillent sur le front, dans le télégramme de Rybar. Il disait que il y avait une information selon laquelle en fait la Grande-Bretagne aurait développé tout un système de drones pouvant sortir des camions. Et de ce fait, met en place cette opération, c'est-à-dire que il n'y a plus le lancement de l'extérieur des frontières, ce qui permet donc de simplement de louer des camions et des camionneurs qui ne savent absolument pas du tout ce qu'ils transportent parce qu'ils font du fret, point. Et à un moment donné, les drones partent. Et ça, effectivement, si c'est le cas, c'est un changement technologique dans la guerre. C'est entre guillemets une nouvelle arme. Et c'est un élément qu'il va falloir prendre en compte. Après, il faut réaliser aussi une chose, c'est que dans une guerre qui est longue et une guerre qui est lente, une guerre d'usure comme celle dans laquelle nous sommes malheureusement, le front n'est pas très clair et il est impossible d'assurer la sécurité à 100% sur l'ensemble du territoire.
c'est malheureusement une réalité, donc et avec laquelle il va Un falloir vivre. territoire qui est quand même très, 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 très grand, très vaste. Tout à fait. Donc, effectivement, la Russie s'adapte à l'arrivée, je dirais, de chaque nouveau danger. Elle-même innove aussi. On se souviendra aussi, par exemple, l'opération militaire qu'elle a faite lors de libération aussi de villes, où elle a utilisé elle a creusé dans des canalisations, elle l'a forcé, elle est ressortie derrière sur des tunnels et les militaires russes ont passé des jours entiers dans des tunnels pour arriver et passer sous le contingent de l'armée atlantico-ukrainienne. Donc, de chaque côté, si vous voulez, il y a une innovation et technologique et stratégique, mais évidemment, à chaque fois, il va falloir s'adapter. Alors les médias occidentaux ont parlé tout de même de pertes matérielles estimées à 7 milliards de dollars pour la Russie. Je pense qu'ils n'en savent strictement rien. Donc, on va être réaliste. Ça, c'est de la propagande de guerre, c'est de la communication, c'est normal. Enfin, c'est normal dans le sens ils font leur job, quoi. Donc, la Russie de son côté a dit aussi que à un moment donné, bon après c'est quand même pas trop forcé, mais à un moment donné, on a vu passer que non, mais rien n'a brûlé, ça va être réparé, il y a pas de problème. Donc, bon. Chacun est dans son rôle, on va dire. Il y a eu des pertes, les estimés. Oui, surtout sur les déraillements de train, la Russie a eu du Voilà. mal à dire que c'était une attaque. Au Elle départ, a eu c'était du un mal. Hein. incident. C'est un. Oui, parce que là, par contre, pour le coup, c'est pas une cible militaire. Ça, c'est vraiment un crime de guerre. Bon, là aussi, il y a aussi du mal avec la qualification juridique, puisque le crime de guerre est généralement qualifié d'attentat terroriste. Hein. Ce qui est quand même assez surprenant, puisque lorsqu'il est commis par une armée étrangère sur le sol national contre des civils, en violation des conventions de Genève, ça s'appelle un crime de guerre, ça s'appelle pas un acte terroriste. Donc là, et l'on voit notamment l'attaque qui a été conduite contre les voies ferrées, notamment à Briansk, qui a conduit au déraillement du train de passagers, qui a fait quand même une centaine de blessés, presque une dizaine de morts, et ce ne sont que des familles qui allaient d'un point de la Russie à un autre point de la Russie. Donc ça, c'est quand même un crime de guerre extrêmement grave, et c'est de cela aussi dont je parlais quand je disais que la population est exaspérée et que la population attend un peu plus de fermeté, et c'est anormal de devoir attendre 36 heures avant que l'on passe de l'accident ferroviaire finalement et qu'on s'arrête à l'attentat terroriste. Il faut appeler les choses par leur nom. Les gens méritent que cette vérité soit établie et méritent qu'une politique adéquate soit menée. Et si réellement le Kremlin arrive à passer ce cap, à mon avis, il aura derrière lui un soutien populaire beaucoup plus important, parce qu'une partie des gens commence à se fatiguer, pas du conflit, à se fatiguer de ce jeu entre deux chaises. Et il voudrait savoir, d'accord, si on se bat, il n'y a pas de problème, on soutient, on y va, on défend, parce que c'est notre terre, parce que l'Ukraine aussi, c'est notre terre, parce que c'est nos gens qui sont là-bas, parce qu'il y a notre fille, il y a notre cousin, il y a notre grand-mère qui est née là-bas, et notre grand-père qui est né à côté. C'est le même peuple, c'est la même terre historiquement depuis un millénaire. Donc les gens sont prêts à le défendre, c'est pas le problème, mais ils ne sont pas prêts à supporter éternellement ce discours entre deux eaux, avec nos partenaires gentils américains qui sont les grands arbitres dans leur propre guerre, pendant qu'ils fournissent les missiles, le renseignement militaire, les explosifs, et qui font des morts en Russie. Et à un moment donné, il faut quand même choisir son camp. Alors justement, en parlant des États-Unis, on se rend bien compte que quel que soit finalement le président, j'ai envie de dire, et le parti à la tête de Washington, l'implication américaine est là. Et on voit bien que ce soit donc Biden juste avant et maintenant aujourd'hui Donald Trump. Donald Trump qui est toujours dans la provocation d'ailleurs, quelle que soit l'actualité, quel que soit le conflit. Mais là, c'est vrai qu'on comprend pas trop la position de Vladimir Poutine face à un Donald Trump qui devient excessif, qui devient même menaçant. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Il me semble que la Russie a eu trop d'espoir sur l'arrivée de Trump, et ça parce que, comme on le disait avant, le problème est qu'elle n'est toujours pas sortie de paradigme idéologique
qui est le sien depuis la chute de l'Union soviétique. Hein. Et elle n'arrive toujours pas à comprendre réellement qu'elle ne pourra pas avoir une place dans le monde global. Soit elle existe, hein, soit le monde global existe. Hein. Les deux sont incompatibles. Hein. Or, la Russie a espéré qu'avec l'arrivée de Trump, il va être possible de négocier. On ne négocie pas ses conditions de sécurité. Sa sécurité, on l'impose, on la gagne, on la fait respecter. On la négocie pas, que ce soit un État, que ce soit une personne. S'il y a quelqu'un qui commence à vous agresser dans la rue, vous allez quoi discuter avec lui gentiment, dire non, mais vous savez, parce que peut-être, si jamais, ça sera pas intéressant pour vous. Non, vous allez vous prendre un point dans la figure, il va vous prendre votre sac. Et le problème, c'est que c'est un petit peu ce qui se passe avec la Russie et les États-Unis actuellement. L'arrivée de Trump a joué et a lancé une espèce de fantasmagorie absolument phénoménale hein, sur le fait que c'est la paix, c'est la paix, c'est la paix. Et personne ne s'est demandé, mais quelle paix? La paix, c'est très différent. Soit vous avez une paix après la victoire, soit vous avez une paix en demi-teinte qui va vous donner une guerre encore plus violente dans 6 mois ou 1 an, soit vous avez une paix de défaite parce que vous capitulez, mais derrière aussi, c'est la paix. Derrière la capitulation aussi, vous avez la paix. Mais c'est une autre paix. Donc, et les gens sont en général pas intéressés par ce genre de détails, disons-le. Eux, ils veulent vivre leur vie. Et en principe, ils ont raison. Eux, ils ont à vivre leur vie, à s'occuper de leur famille, à aller au travail, etc. Le problème est que les élites, elles, doivent réfléchir. Et ces élites se sont déconnectées, littéralement, avec l'arrivée de Trump. Il y a eu par ailleurs, on va dire, certains représentants de Trump qui sont déjà implantés en Russie depuis un certain temps. Et je pense notamment à Dmitriev qui s'occupe de la chambre des investissements en Russie. C'est une personne quand même qui, rappelons-le, a participé aux premières négociations avec Vitkov quand il est arrivé pour discuter avec Poutine. D'ailleurs, ils sont allés directement à la synagogue pour marquer le coup dans un pays qui est orthodoxe. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure chose à faire, mais passons. Au niveau du respect des cultures locales, nationales, notamment, à mon avis, c'est une erreur de goût ou c'est simplement une goujaterie. Ils ont surtout défendu les intérêts américains. Or, Dmitriev est le représentant de la Russie dans cette négociation. Certes commerciale, mais quand même. Pourquoi défend-il les intérêts américains? Il est né en Ukraine soviétique. Il est parti adolescent aux États-Unis dans le cadre d'un échange de programmes scolaires. Il y est resté. On ne sait absolument pas du tout ce que faisaient ses parents aux États-Unis, quel financement, où il travaillait, ce qu'il faisait. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a fini les grandes universités américaines. Un enfant qui vient d'Ukraine, on connaît le prix de l'enseignement aux États-Unis. Qui lui a payé? Et dans quel but? Ensuite, il a travaillé dans les grands cabinets de conseil, McKinsey et compagnie. Après, bizarrement, en 2020, il se retrouve à faire partie de la formation de Davos Young Leader. Après quoi, miraculeusement, il arrive en Russie. Après quoi, miraculeusement, il se marie avec la meilleure amie de Poutine. Et sa carrière se passe merveilleusement bien. Si on n'appelle pas ça un agent étranger, je ne sais pas comment on l'appelle. Donc, il défend les intérêts américains. Et les Américains côté républicain. Donc effectivement, quand il y avait Biden, il a eu quelques problèmes. Mais c'est un problème de politique intérieure américaine. Bien sûr. C'est pas un problème de relation entre les États-Unis et la Russie. Il défend les intérêts américains. Donc, et ça explique aussi ce problème, c'est que ont été implantés quand même hein, depuis longtemps des personnalités qui font objectivement du lobbying pro-américain. Donc, les États-Unis n'arrivent pas encore à être perçus réellement comme l'ennemi. Donc, on ne peut pas casser ce monde puisqu'en fait, on est dans ce monde et on est issu de ce monde. Et là, il y a un paradoxe. Et on voit aujourd'hui une confrontation entre deux visions du monde en Russie, entre une vision du passé, celle justement de ces globalistes qui sont arrivés avec le McDo et le rêve américain et qui sont complètement dépassés par la situation, mais qui sont toujours là et qui sont extrêmement nocifs. Et on voit l'émergence d'un autre courant, d'autres forces et de forces politiques qui commencent à se développer, qui ont une vision nationale, qui veulent revenir à cette conception historique civilisationnelle de la Russie. Ce sont deux visions qui s'excluent totalement. Et finalement, l'issue de la guerre va dépendre aussi de savoir lequel de ces deux clans va le remporter. Alors peut-être aussi qu'avec tout ce que j'entends de votre analyse, c'est que Vladimir Poutine, qui quand même
s'assoit dans une stratégie de monde multipolaire. En tout cas, il l'a souligné à plusieurs reprises. De cette construction des BRICS, c'est ce partenariat qui veut très fort avec la Chine. Finalement, moi, de ce que j'entends, c'est qu'il n'a pas de réel pouvoir, en fait. C'est qu'il y a un lobby autour de lui qui ferait que son pouvoir est limité. Je ne sais pas dans quelle mesure son pouvoir est limité ou dans quelle mesure il se limite. Il est aussi issu et mentalement issu aussi de cette période, donc je pense qu'il ne faut pas non plus idéaliser. C'est un être humain qui a fait beaucoup, qui a aussi commis des erreurs. C'est un président, il y en a eu avant, espérons qu'il y en aura après. Donc, à mon avis, il faut sortir aussi du culte de la personnalité. C'est un président qui en plus est quand même en fin de mandat. Il n'est pas jeune, donc la question de l'après se pose. Et là, on va voir, il a réussi à mettre en place un système étatique où finalement nous sommes à nouveau dans on va dire dans un exercice personnalisé, centralisé du pouvoir, ce qui sera extrêmement difficile, surtout que la Russie est dans une période compliquée et confrontationnelle, et ce pour quelques dizaines d'années. Donc, il me semble ici que il a fait ce qu'il pouvait faire, objectivement, humainement et politiquement. C'est-à-dire que il ne remet pas en cause l'ordre global à aucun moment. Et la souveraineté, il la conçoit sur le plan politique. Ça, c'est au moins un atout. Si on regarde, si on compare avec la France, c'est déjà un atout énorme, parce qu'en France, on n'en parle même pas de ça. Mais il n'y a pas de remise en cause des règles du jeu qui garantissent la stabilité de l'ordre global. Ces règles sont respectées. C'est pour ça qu'on entend toujours parler de partenaires. Alors, quant aux BRICS, etc., je ne sais pas quelle est la force politique des BRICS. On peut discuter aussi de la visite de Lula à Paris. Je vous ai vu tweeter sur ça, justement. Donc, on peut douter un petit peu quand même. On peut s'interroger aussi sur ces grands souverainistes en Europe, comme Orban, des grands amis de la Russie, qui estiment que l'Ukraine a le droit de se défendre contre l'agression russe. Donc, comment on explique ce revirement, justement? Mais parce que il n'y a eu aucun revirement. Je vous rappellerai que quand il était à l'Union européenne, il siégeait et que la question du vote était en cours pour lancer le processus d'adhésion de l'Ukraine ou pas, il est sorti boire un café. Ce type n'a aucun courage politique. On va être réaliste. Il fait beaucoup d'esbroufs, il sait beaucoup de vent, mais il n'a aucun courage politique. C'est du bluff, c'est tout. Sinon, de toute façon, il est évident qu'il serait pas là encore en place. Regardez ce qui se passe en Roumanie, regardez ce qui se passe en Moldavie. Quand réellement il y a un problème, vous inquiétez pas, toutes les forces sont lancées contre les vrais opposants à ce système. Ça, il y a aucun doute. Donc, Poutine fait aussi ce qu'il peut parce que, objectivement, les appuis à l'extérieur, on peut pas dire qu'ils soient quand même hyper fiables. Les BRICS, c'est sympa, mais bon, en attendant, les BRICS refusent d'investir en Russie, par exemple, pour ne surtout pas déranger le système financier monétaire atlantiste. Donc, quels sont réellement les alliés de la Russie? Il y en a certains, mais ils sont pas très très courageux. Donc le problème, c'est que la Russie seule, ne peut pas de toute façon renverser et aller contre tout le système. Et je vois pas pourquoi non plus la Russie doit être sacrifiée parce que Poutine veut partir tout seul, le drapeau levé contre le système atlantiste. C'est un jeu de long terme. Le problème aussi, c'est tant qu'il n'y aura pas réellement des forces politiques alliées en Europe, en Occident, alliées de la Russie, je dis pas pro-russe, je dis alliées de la Russie, c'est-à-dire des forces en France pro-françaises, des forces aux États-Unis pro-américaines, des forces en Grande-Bretagne pro-britanniques, en Allemagne pro-allemande, etc. Le système ne pourra pas tomber. La Russie, elle donne un exemple, elle donne une possibilité. Ensuite, au peuple de prendre cet étendard ou de rentrer chez soi, se coucher, fermer la porte, descendre les rideaux, allumer la télé et surtout débrancher le cerveau. Alors oui, effectivement, ça va être dur. Et puis vous parliez d'isolement de la Russie. Alors
pour qu'il y ait des soutiens ici en France, c'est très difficile, hein, parce que dès qu'on commence à soutenir un pays tel que la Russie, on est tout de suite taxé de complotiste ou de pro-russe financé par la Russie. Mais on le voit bien, et cet isolement, en fait, il n'est pas que politique, parce qu'il a lieu même dans l'artistique, dans le sport. On a bien vu aux Jeux Olympiques, quand la fédération russe devait porter en fait un drapeau neutre, en fait une étiquette neutre. Pareil, là on a eu Roland Garros il y a pas longtemps, et il y a eu une jeune joueuse de tennis d'origine russe qui jouait pour la Russie, et il n'y avait pas le drapeau russe, c'était une étiquette neutre. Alors je sais plus c'était quoi la lettre. Et la musique, pareil, des artistes, des musiciens russes qui sont interdits de jouer, dont les concerts, par exemple en musique classique, dont les concerts sont annulés en France ou dans le monde. Donc on voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas juste, déjà, parce qu'on fait pas, enfin, on amalgame en réalité un pays avec ses habitants. Et la Russie, oui, effectivement, est très isolée, enfin se retrouve très isolée de par le monde, quoi. Alors cet isolement est relatif, je dirais, il est bizarre. Parce que d'un côté, oui, il y a effectivement dans la zone géographique occidentale un certain isolement. Or, il y a un renforcement de la Russie, à l'inverse, en Asie et en Afrique, en ce qui concerne notamment des échanges et culturels et politiques et économiques et sociaux, universitaires, etc. Il y a un isolement de la Russie dans les organismes internationaux. Et ça, par contre, c'est très intéressant, parce que ça montre quoi? Ça montre que ce ne sont plus des organismes internationaux, c'est-à-dire entre les nations. Ce sont des organismes de gestion globale. C'est-à-dire qu'ils mettent en place et ils garantissent le pouvoir et les mécanismes de la globalisation. Donc, effectivement, dans cette logique, la Russie n'a pas sa place. Mais quand on regarde les votes, par exemple, à l'Assemblée nationale de l'ONU, elle a quand même un soutien important. C'est pour ça d'ailleurs que cette nouvelle présidente allemande de l'Assemblée générale, des Nations Unies, a été choisie pour essayer justement d'isoler la Russie, parce que là, il n'arrive pas à l'isoler. Donc, on dirait que c'était une espèce d'isolement à géométrie variable et d'expansion à géométrie variable. Simplement, on est en train de changer les variables d'expansion, et d'une certaine manière, on dira aussi et l'Occident aussi s'isole, en fait. Parce que quand on voit la taille de la Russie, quand on voit, je parle de la taille géographique, mais aussi quand on voit la civilisation russe, refuser la culture russe, c'est s'isoler. Si vous refusez la culture russe pour le wokisme, si vous voulez, il n'y a pas de problème, mais on vous laisse le wokisme et nous on garde la culture russe. Donc, on va dire que c'est une espèce d'isolement réciproque, c'est-à-dire qu'il y a en fait une fragmentation qui se met en place entre ces deux mondes qui s'isolent l'un de l'autre, parce que ces deux mondes deviennent absolument incompatibles, et l'un doit gagner sur l'autre. Espérons quand même que la civilisation, que la culture, que l'humanisme gagnera sur le wokisme, sur la négation de l'homme, sur la surveillance électronique, etc. C'est ce qu'on espère. En tout cas, on va revenir sur le terrain de cette guerre en Ukraine. Alors la Russie a lancé une offensive. Alors est-ce que c'est cette opération de toile d'araignée qui a finalement qui les ont poussés dans leur retranchement et leur ont permis de lancer cette offensive? Alors dimanche 8 juin, vous allez me dire si c'est juste ou pas, il y aurait eu un raid de l'armée russe en mer Noire sur une plateforme pétrolière qui est utilisée comme un centre de communication ukrainien, et l'armée russe aurait provoqué un incendie sur cette plateforme. Actuellement, la Russie contrôlerait tout le front nord, donc tout ce qui est Donetsk et autour. Alors, et les alentours. Vous me dites si je prononce bien les noms, parce que là, il va y en avoir des compliqués là qui vont arriver. J'y arrive pas toujours donc. Et puis là, la Russie est en train de créer une zone tampon. Alors, vous allez nous expliquer ce que ça signifie dans la région ukrainienne de Dnipropetrovsk. Alors, oui, effectivement, il y a eu l'annonce d'une offensive. Je suis pas certaine que ce soit une réaction
parce que on va dire que c'est l'évolution normale, c'est-à-dire que petit à petit, la Russie a réussi à faire tomber certains nœuds importants qui étaient surtout dans la région de Donetsk, parce que Donetsk a été depuis 2014 énormément fortifié. Et beaucoup plus que Lugansk d'ailleurs, et cela a été effectivement du coup beaucoup plus difficile à libérer. On va dire que petit à petit la quantité se transforme en qualité, et le fait l'avancement sur le terrain petit à petit de la Russie commence à changer un peu le qualité de la force de l'armée russe sur le front. En général, d'ailleurs, pas que localement sur ce point-là. D'autant plus que il y a une hésitation en face des atlantistes. Comment soutenir le front, comment fournir le front, quoi fournir au front, etc. Et la Russie utilise un peu ce moment de flottement où on sent une certaine réorganisation du côté des atlantistes, qui veulent se mettre en place pour une guerre à long terme. Et donc la Russie joue, si vous voulez, à mon avis en tout cas, sur ce moment pour avancer. Ce qui explique les frappes en mer Noire, puisqu'elle a été quand même largement repoussée, très très affaiblie en mer Noire. Il reste pas grand chose quand même de la flotte russe en mer Noire. Donc c'est important pour elle de sécuriser la zone, surtout si l'on réfléchit à Odessa derrière, etc. C'est un moment qui est quand même pas négligeable. Et rappelons quand même que en 2022, le président Poutine avait rappelé les massacres d'Odessa qui avaient été faits par les fanatiques ukrainiens qui avaient brûlé vifs des dizaines de personnes dans la maison des syndicats, simplement parce qu'ils s'opposaient au Maïdan. Donc, ils n'ont jamais été condamnés par les tribunaux ukrainiens à ce jour. Au contraire, les personnes qui ont pu être rescapées, eux, sont passés devant les tribunaux quand même. Donc c'était juste pour montrer un petit peu quand même l'ambiance générale qu'on a tendance malheureusement à oublier parce que beaucoup de choses s'enchaînent. Donc la Russie est en train en fait de mettre en place, on va dire, une avancée. Pour l'instant, la Russie appelle ça une zone tampon. Je dis bien pour l'instant. C'est-à-dire que l'armée atlantico-ukrainienne frappe régulièrement les régions de Bryansk, Belgorod et Koursk principalement. Il est donc important, et la Russie l'a toujours annoncé, de repousser le front afin de sécuriser, on va dire, les frontières post-soviétiques de la Russie. À partir de là, dans la mesure où l'Occident fournit des armes qui sont de plus en plus puissantes, qui ont une portée de plus en plus longue, la Russie a besoin de repousser une zone qu'elle contrôle. Donc en ce sens-là, c'est une zone tampon, ce n'est pas une zone neutre, c'est-à-dire que ce n'est pas une zone qui se trouve sous une démilitarisée, déshumanisée, sous une gestion internationale neutre, etc., puisqu'aujourd'hui, de toute façon, il n'y a pas de pays neutre, soyons honnêtes quand même. Donc, c'est la Russie avance simplement sur ce territoire. Je dis temporaire parce que après la question va se poser aussi du choix des populations. Si ces territoires sont reconstitués par région, si les populations locales veulent entrer en Russie, et pourquoi leur refuser? De toute façon, l'État ukrainien n'existant plus depuis 2014, et c'est la faute des atlantistes. S'ils n'avaient pas organisé le Maïdan en 2014, après la révolution orange de 2004, la Russie ne bougeait pas. La Russie reconnaissait les frontières ukrainiennes après la dissolution de l'Union soviétique. L'État ukrainien n'existe plus. Les populations sont juridiquement et politiquement en droit de décider où elles doivent vivre. Donc, après, il peut très bien y avoir un référendum d'autodétermination qui permette de revenir région par région dans la Fédération de Russie. Comme disait Medvedev, l'ancien président, ancien Premier ministre, et aujourd'hui secrétaire du Conseil de sécurité, si l'on tient compte des distances potentielles, des missiles et des armes livrées à l'Ukraine, finalement, il y a des chances que la capitale ukrainienne post-guerre reste à Lvov avec la région autour. Est-ce qu'actuellement, on peut dire que l'armée ukrainienne a un manque d'effectifs et est assez affaiblie? Elle est exsangue, littéralement, oui. Ça, c'est une réalité. Elle a été quand même, bon, même si on se moque de ce bataillon complètement ridicule d'Anne de Kiev, comme quoi les mauvaises appellations portent malheur, puisqu'Anne de Kiev n'existait pas, c'est Anne de Russie, mais
Il ne faut jamais trahir l'histoire, après l'histoire te venge. Donc, qui a disparu comme ça, à peine lâché dans la nature, disparu aussi vite qu'Anne de Kiev finalement. Donc, il y a quand même une formation réelle de l'armée ukrainienne par les pays de l'OTAN. Il y a un entraînement, il y a une mobilisation, même si les gens veulent pas y aller, finalement ils y vont. Et une fois que vous êtes sur le front, et si vous avez un physique qui est visé sur vous, vous allez tirer aussi. C'est l'instinct de survie qui joue. Même si vous n'allez pas défendre votre patrie, vous allez essayer de défendre votre vie au minimum. Donc il y a un engrenage effectivement qui se met en place. Zelensky dit qu'il va être possible de recruter entre 20 et 30 000 personnes par mois pour les effectifs de l'armée. Se pose la question du recrutement des femmes aussi, etc. Donc, pour l'instant, l'âge du recrutement n'a pas été baissé à 18 ans encore complètement. Donc, il y a, on va dire, encore une marge de manœuvre. Le problème est que ça passe de plus en plus mal dans la population, que les gens ont quand même du mal à comprendre finalement pourquoi ils se battent, d'un côté pour certains, mais d'un autre côté, il y a un endoctrinement extrêmement fort aussi de la population sur place, et c'est normal puisque le territoire est contrôlé par les atlantistes, donc c'est une propagande de guerre qui est intrusive et qui fonctionne énormément. Et ça joue beaucoup puisque les esprits faibles aussi finissent finalement par se faire contaminer par le milieu dans lequel il vit. La capacité de résistance morale, intellectuelle, mentale est extrêmement difficile. Donc, on a vu ça notamment dans les territoires qui ont été libérés par l'armée russe, lorsque les bibliothèques ont été examinées. C'est angoissant de voir ce qui est une réécriture totale de l'histoire de l'Ukraine, des ouvrages de propagande LGBT notamment, etc. Et qui sont financés par les États-Unis, par la Grande-Bretagne, le Conseil britannique, etc., etc. Donc, il y a ici effectivement une certaine difficulté. Le problème qui va se poser, c'est pas tellement à savoir quelle est la ressource humaine de l'Ukraine en face, c'est de savoir jusqu'où les États membres de l'OTAN sont prêts à s'implanter en Ukraine, jusqu'où eux sont-ils prêts à aller. Et c'est ça en fait qui va faire la différence. L'Ukraine derrière, malheureusement, elle va suivre, la population elle a assez peu le choix. Il faudrait peut-être qu'à certains endroits, elle commence à se révolter plus. Évidemment, il y a dans l'est de l'Ukraine, mais c'est difficile parce qu'elle est en état d'occupation réelle, totale. C'est un système de terreur qui est mis en place. Ça, il faut quand même le comprendre. Donc, c'est pas évident. Les dirigeants occidentaux ont du mal parce que eux-mêmes sont complètement wokistes et la notion de guerre nécessite un minimum de masculinité dont ils sont absolument dépourvus. Et les sociétés occidentales ont été quand même largement mises à mal aussi. Par ailleurs, on va demander aux gens en France, par exemple, d'aller se battre pour qui? C'est quelle terre ils vont défendre. C'est quand même assez difficile à justifier. On se souviendra par exemple lors d'une conférence de presse du secrétaire de la défense américain qui répondait aux journalistes que non, la Russie ne présente aucun danger militaire, hein, ni pour l'Europe, ni pour les États-Unis, et qu'il n'y a même strictement aucun danger de guerre nucléaire. Il le disait ouvertement. Donc, il y a un décalage entre les informations réelles dont bénéficient les élites dirigeantes, la communication basique et primaire qui est diffusée de manière intrusive dans les médias en Occident, et jusqu'où eux sont-ils prêts à aller? Ça, pour l'instant, on ne sait pas. En tout cas, on comprend bien que l'Ukraine est un peu maintenue sous oxygène, si je puis dire, par les États occidentaux, par les États-Unis. Et puis vous parliez de propagande de guerre. Alors, on va parler justement de l'implication de la France. D'abord, pour rebondir sur vos propos, je vais vous citer les mots d'un journaliste français qui est expert militaire. Il s'appelle Pierre Servant et il a déclaré sur LCI, je le cite, « Nous sommes dans un état de guerre avec les Russes, avec les menaces que la Russie représente. » Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous savez, il a raison.
Aussi étrange que cela puisse paraître. Il est surprenant de voir les gens dire la réalité, mais le problème est qu'ils n'expliquent pas ce qu'ils disent. C'est-à-dire que prenons les choses par le début, c'est-à-dire par la fin de ce qu'il a dit, en raison de la menace que représente la Russie. Et ces élites atlantistes veulent se défendre. Et ces élites atlantistes veulent écraser la Russie. Et le front, actuellement, est en Ukraine. Et ça, oui, il a raison. Et c'est vrai, parce que, comme on disait depuis le début, ce sont deux visions du monde différentes. Soit vous avez le monde russe, c'est-à-dire que vous pouvez avoir le monde français, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une Europe européenne, c'est-à-dire que les gens ont le droit d'avoir leur civilisation, leur culture, leur langue. Les pays ont le droit d'avoir leur intérêt national et de le défendre. Et les autres sont obligés de respecter l'intérêt national des autres pays. C'est un monde de pays souverains. Soit vous avez le monde de la globalisation avec un centre qui décide de ce qu'il faut et qui instrumentalise le territoire, les populations, afin de défendre ses propres intérêts. Ce sont deux mondes différents. Et en ce sens, oui, la Russie représente une menace existentielle pour ces élites atlantistes, et je dirais heureusement, pour nous en tout cas, pour les peuples. La France est en guerre contre la Russie. Malheureusement, oui. Il faudrait que les populations françaises, que les Français en prennent conscience. De facto, hors toute législation, la France est en guerre. La France aurait pu avoir un minimum de cadre législatif si cet accord de coopération militaire, c'est-à-dire de sécurité qu'elle a passé avec l'Ukraine, avait été au moins ratifié normalement par le Parlement. Ce ne fut pas le cas. Donc, il n'y a pas de base légale à l'engagement militaire de la France en Ukraine. Ce qui n'empêche pas que, objectivement, oui, la France est engagée. La France finance l'arme. La France envoie l'arme. La France finance les soldats ukrainiens. La France forme les soldats ukrainiens. La France envoie sur place des formateurs. La France va envoyer Renault et d'autres entreprises, et ça n'est pas la seule, puisqu'il y a d'autres pays européens allemands notamment, polonais, etc., américains, qui ont déjà transféré une partie de la production militaire sur place en Ukraine. Donc, oui, tous ces pays sont partis au conflit, pour la simple et bonne raison que c'est leur guerre. C'est pas l'Ukraine qui fait la guerre. C'est leur guerre en Ukraine, en utilisant l'Ukraine contre la Russie. Donc, malheureusement, oui, vous voyez, il a raison, mais pas pour ce qu'il avait dit. Plutôt pour ce qu'il a dit. Alors, ce qui est aussi très contradictoire, et notamment avec la France, et on va reparler de la souveraineté, vous avez parlé de la souveraineté russe, et finalement en France, la France n'a plus de souveraineté, on est aussi un pays fortement endetté, et pour autant, la France est impliquée effectivement militairement en Ukraine, et récemment l'armée française a tweeté, donc c'était le 6 juin, elle a tweeté: la France renforce les capacités des forces ukrainiennes. Donc l'armée française ne se cache pas, soutien total, 2 points, tactique, technique, matériel, même combat, même détermination pour l'Ukraine, pour l'Europe. La France est en guerre. Voilà, on a tout dit, elle a tout dit. Elle l'a reconnu, elle l'a officialisé simplement. Elle est en guerre en dehors de tout cadre légal, en dehors de toute convention avec la population, en dehors de tout soutien populaire, puisque quand vous regardez les sondages, les Français majoritairement ne soutiennent pas cette implication de la France dedans. Et ce qui est encore plus paradoxal, c'est que l'armée tweet ça alors que l'armée est en faillite. Financièrement. Comme tout le pays. Comme tout le pays. Et elle ne fait pas exception. Et là, par contre, ça devient dangereux parce qu'il y a un moment donné où on n'a plus rien à perdre. Et quand on n'a plus rien à perdre, on sort du rationnel. Rationnellement, la France n'a rien à faire là-bas. Il n'y a aucune raison qui justifie ça. Absolument aucune. Mais la France y est. Et la France en tout cas, les élites atlantistes françaises sont en danger. Donc, qu'est-ce qu'elles sont prêtes à sacrifier pour sauver leur peau? Combien de Français sont-elles prêtes à sacrifier finalement pour, elles, rester au pouvoir? Et est-ce que les Français vont les laisser faire? Parce qu'à un moment donné, la responsabilité incombe aussi à chaque peuple. Est-ce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles cette guerre, en fait, tarde et se prolonge, et on n'en connaît même pas la fin, on ne sait même pas si un jour il y aura une fin à cette histoire?
Triste ou non d'ailleurs. Finissent à un moment donné. Toutes les guerres finissent, à un moment donné, elle va finir. Oui, c'est une guerre qui n'est pas dans les guerres du XXe siècle. Hein. Nous sommes revenus, à mon avis, aux guerres anciennes. D'une certaine manière, mais pas tout à fait non plus. Je m'explique. C'est pas comme la première ou la deuxième guerre mondiale, parce que c'est pas une guerre courte de forte intensité où on connaît très bien qui est l'ennemi en face. C'est-à-dire que Seconde Guerre mondiale, on sait très bien, il faut aller à Berlin, il faut tuer Hitler et la guerre est terminée. Ici, vous pouvez aller à Kiev et tuer Zelensky, ça changera rien. Vous pouvez faire un attentat à Washington contre Trump, ça changera rien. Vous pouvez vous en prendre au président polonais, ça changera rien. À Macron, à machin, ça ne changera rien. C'est ça qui est fou. Donc, et c'est la force en fait de ce système globaliste, c'est qu'il est dépersonnalisé. Il y a des visages qui passent, mais ce ne sont que des visages. Et les mécanismes de prise de décision sont complètement dépersonnalisés et complètement dans l'ombre, avec une instrumentalisation totale de tout ce qui fait partie des organes internationaux. Donc, et de la société civile à l'intérieur, ce qui permet d'avoir en fait cette double gouvernance et externe et interne. Où taper pour casser ce système? Pour l'instant, on n'en sait rien. En tout cas, tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de l'affaiblir au minimum en ne jouant pas selon les règles de ce système. C'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant, parce qu'aucun système n'est infaillible. Donc, il faut pas désespérer, c'est un travail de longue haleine. Et c'est pour ça que c'est une guerre qui est très longue, et c'est pour ça aussi que la Russie ne se lance pas complètement dans la guerre. Elle n'a pas lancé, alors c'est juste une mobilisation partielle au départ, et les mobilisés sont déjà, enfin, en grande partie, soit sont sortis, soit sont devenus professionnels depuis, etc. Il y a des engagements volontaires. Pourquoi? Parce que c'est une guerre qui est dure. Donc, vous pouvez pas mettre dans un moment précis toutes les forces de la nation. D'autre part, la Russie ne se bat pas contre l'Ukraine. Elle se bat contre, entre guillemets, les élites atlantistes en France, en Europe, aux États-Unis. Eux n'y sont pas mobilisés. Donc, la Russie ne doit pas perdre cette parité entre les deux si elle veut tenir la longueur. Mais cette guerre va finir. Ça, on peut en être certain. Et il y a une autre chose qui me rend, je dirais peut-être plus optimiste à long terme, pas forcément à court terme, mais à long terme, c'est que à un moment donné, gagnent ceux qui savent pourquoi ils se battent. Quand vous battez pour votre terre, quand vous savez que c'est vital pour vous, que c'est votre civilisation, vous finissez par gagner. Quand vous vous battez, vous savez pas très bien pourquoi, parce qu'on vous a donné de l'argent, parce qu'on vous a envoyé là-bas, parce qu'il y a 3 fanatiques qui vous crient dans l'oreille, vous battez pas de la même manière. C'est un peu le combat d'idéologie contre un combat, je sais pas, de cœur ou sincère, je sais pas. C'est un peu, ouais. Il y a un côté, oui, on a ce combat qui est existentiel en Russie, et ça commence à le sentir. C'est intéressant, c'est que après la chute de l'Union soviétique, l'idée même de monde russe, de la terre russe, de la civilisation russe, a été complètement écrasée parce que ça n'avait pas le droit d'exister. Et bizarrement, ça n'a pas bougé après 2004 et les révolutions oranges. Ça a commencé à bouger en 2015 avec la Crimée, quand les Criméens eux-mêmes ont dit non, nous on rentre en Russie, on veut. Depuis 2014, il faut dire quand même que le Donbass 2 fois a voté pour rentrer dans la Russie avant que la Russie finalement les intègre en 2022. Donc la Russie a du mal à briser cette espèce de tabou qui a été posé en 91 avec la chute de l'Union soviétique, puisque si on se souvient quand même de la chute de l'Empire russe à l'époque, après l'Union soviétique avait quasiment presque reconstitué le territoire de l'Empire russe. Là, la Russie, elle est rentrée dans ce tabou. Les frontières sont sacrées, mais uniquement les frontières après 91 et uniquement lorsqu'elles vont dans l'intérêt des atlantistes. Parce que les frontières, par exemple, la réunion de l'Allemagne n'a pas posé de problème, l'explosion de l'Yougoslavie n'a pas posé de problème, mais la Russie, elle, est restée dans ce tabou. Et ce qui est intéressant, c'est que s'il n'y avait pas eu
cette manière de se comporter de ces élites globalistes qui pensaient avoir tout gagné, et notamment avec le Covid, où enfin elles étaient arrivées au pouvoir, elles dominaient le monde, elles maîtrisaient tout, elles pouvaient enfermer les gens, sortir les gens, les mettre à genoux, les mettre à pied. Là, bizarrement, elles ont commis une erreur, elles étaient trop sûres d'elles. Et ça a réveillé cet instinct de survie en Russie. Et c'est pour ça que ce monde russe, ce sentiment de la terre russe qui est vivante derrière, qui est porté, qui est presque, je dirais presque dans l'ADN des habitants, tout à coup, il s'est remis à brûler. Et tout ce que l'on peut espérer, c'est que justement, ça va avoir un effet domino pour réveiller cet intérêt, ce sentiment de la terre chez les peuples aussi en Europe, parce que nos pays aussi, on a besoin de reprendre le contrôle de nos pays. Et ça veut pas dire rejeter les autres, ça veut dire demander d'être respecté pour ce que l'on est. Eh bien, on espère qu'il y aura le même sursaut chez les citoyens français aussi, parce qu'on en a bien besoin, en tout cas, ici. Espérons-le. Sincèrement, j'espère. Merci beaucoup, Karine, d'avoir été mon invitée. Merci pour votre analyse. Merci beaucoup à vous. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.